Non, chouette, il envoie. C'est super. Et je vais admettre les gens en même temps. Et je vais penser à enregistrer. Donc voilà, pour moi, je suis en direct. Bonsoir à tout le monde. Donc ce soir, je reçois Geoffrey Brochet. Geoffrey, je suis en direct là, donc éventuellement, je vais laisser quelques minutes pour les gens qui veulent peut-être arriver effectivement sur le Zoom et pour te permettre à toi donc de pouvoir partager, si tu le souhaites, sur ta communauté. Bonsoir Florence. Et moi, je vais également partager, si je peux, dans mon groupe également. Comme ça, effectivement, il y aura quelques audiences. Et je vais voilà. OK. Très bien. Eh bien, bonsoir à ceux qui sont sur Facebook et bonsoir à ceux qui nous rejoignent maintenant ou qui veulent nous rejoindre un petit peu plus tard. Vous avez le lien dans la description d'ailleurs du live, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ce soir, je vais donc recevoir Geoffrey Brochet, qui est effectivement le fondateur de l'Académie de puissance mentale donc de l'Académie de puissance mentale. L'interview ce soir, comme tous les mardis, va se passer de la façon suivante, c'est-à-dire que je vais avoir un échange avec Geoffrey sur un petit peu ses débuts dans l'entrepreneuriat, ce qu'il comment il a fait, quelles étaient ses motivations et tout le parcours, en fait, tout son parcours de création. Donc, on va un petit peu échanger pendant, en gros, aux alentours de 45 minutes. Et ensuite, si vous venez nous rejoindre sur Zoom, effectivement, vous aurez la possibilité ensuite d'avoir un échange, un petit peu un temps de questions-réponses par rapport à ce qui a été échangé ou si vous avez d'autres questions. Donc, voilà un petit peu comment va se passer la soirée. Geoffrey a eu donc la gentillesse d'accepter de venir échanger avec nous. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir Aliane, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis vraiment très content d'être là. Il y a Florence aussi qui est avec nous ce soir. Il y a aussi d'autres personnes qui sont sur Facebook. Donc, je suis heureux d'être là et de répondre aussi à toutes vos questions. Ce sera avec grand plaisir en tout cas. N'hésitez pas. Demandez-moi ce que vous voulez. J'y répondrai de la meilleure manière qui soit en tout cas et surtout en toute honnêteté et sincérité. Merci beaucoup Geoffrey. Eh bien, écoute-moi, la première question que je vais te proposer, ou tout du moins la première intervention que je vais te proposer, c'est Geoffrey, qui es-tu? Peux-tu te présenter un petit peu aux personnes qui nous suivent et aux personnes qui sont avec nous? Alors, c'est toujours une question délicate parce que c'est vrai que je me dis toujours, tiens, quelle facette de moi je vais mettre en avant parce que je ne suis pas juste entrepreneur, je ne suis pas juste papa, je ne suis pas juste un mari, je suis plein de choses à la fois. Donc, finalement, tout ce qui se cache derrière tout ça, c'est surtout quelqu'un de passionné, passionné par ce que j'entreprends, passionné par surtout la compréhension de l'humain. J'aime beaucoup comprendre comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il met en place pour réussir, parfois même pour ne pas réussir. Et ça a été pour moi vraiment une quête depuis de nombreuses années de comprendre un petit peu tous ces leviers transformationnels, tout ce que, oui, vraiment cette arrière-scène du cerveau aussi, savoir ce qui se passe quand la personne est sous pression, la personne est stressée, comment elle fait pour aller de l'avant, comment elle fait pour prendre certaines décisions. Et donc voilà, derrière ce Geoffrey Brochet, il y a surtout quelqu'un d'extrêmement passionné. Et j'adore l'humain, en fait. C'est pour ça que ça me passionne de voir comment il fonctionne, vraiment. Ok. Et est-ce que effectivement cette passion elle est venue par rapport à ton premier métier qui je crois était effectivement policier? Tu as été policier de terrain et formateur, c'est ça, dans la police nationale? Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est vrai qu'avant même d'être policier, alors moi j'ai une licence en droit et entre l'obtention de ma licence et puis quand je suis rentré en école de police, j'ai fait plein de métiers. J'ai travaillé sur les chantiers, j'ai travaillé dans les usines, j'ai travaillé dans l'immobilier, enfin j'ai fait plein de choses qui m'ont vraiment permis aussi de comprendre comment fonctionnait l'humain et ça a été vraiment très riche pour moi. Et effectivement, après, vraiment là où j'ai passé le plus de temps, c'était au sein de la police où j'ai été pendant 10 ans opérateur terrain.
et pendant à peu près 6 ans, 5-6 ans, formateur spécialisé dans la police pour après me lancer justement dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui pour être chef d'entreprise. Ok, formation spécialisée pour des groupes, principalement pour des groupes d'intervention, je crois. Alors, pas forcément. Moi, j'étais formateur dans une école d'officiers. Donc, on avait pas mal de groupes qui venaient, des groupes d'intervention. On avait aussi tous les services qui venaient, parce que c'est vraiment un point central. Donc, ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes. Ça, c'était vraiment très intéressant et de voir aussi leurs problématiques, de pouvoir collaborer aussi avec eux d'une certaine façon. Mais mon cœur de métier, c'était vraiment la formation des cadres de la police. Donc, quand je dis que j'étais spécialisé, c'était spécialisé en maniement des armes, en technique d'intervention et évidemment en prép. Enfin, évidemment, c'est pas évident, mais par rapport à ce que je fais aujourd'hui, j'étais préparateur mental dans la police. J'étais notamment le premier à être formé en tant qu'instructeur en préparation mentale au sein de la police française, donc formé par les militaires. Donc ça, c'est quelque chose qui était sur la fin de ma carrière, en fait, pendant 5-6 ans. Ok. Et en même temps, champion du monde, d'ailleurs, en 1995, si je ne me trompe pas, c'est ça? Quelque chose comme ça. 2015, 2015. 2015. Euh, Je te vieillis, vois-tu. on n'est pas à 10 ans près. On n'est pas à 10 ans près, Eliane, Je effectivement. suis désolée. Donc oui, oui, c'est en parallèle de ce métier-là, qui m'a évidemment permis de comprendre réellement comment fonctionnait l'humain et dans différentes facettes de sa vie, j'ai aussi cherché à comprendre dans des situations comme le sport, parce que le sport, c'est un vrai laboratoire. Comprendre comment on fait pour chercher de la motivation, comment on fait pour gérer son stress, son mental, être capable d'avoir du discernement même lorsqu'on a un état de fatigue très élevé. Donc, moi, mon sport, alors j'ai fait beaucoup de sports, hein, sport de combat et puis des sports, notamment un sport de force que j'ai fait par la suite, qui était le kettlebell sport, où j'étais plusieurs fois champion du monde et qui m'a permis justement de comprendre vraiment différentes choses sur l'humain et le dépassement de soi, qui aujourd'hui me sert énormément dans le monde de l'entrepreneuriat et me sert aussi lorsque j'accompagne des personnes. Ok. Donc, 15 ans à peu près dans la police, métier assuré, place assurée, administration. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on bascule sur l'envie d'être libre, en fait, sur l'envie de créer quelque chose, sur l'envie de devenir entrepreneur? Mmh. Qu'est-ce que toi, t'as fait? Quel a été ton point de bascule? Bah, cette liberté, je l'ai toujours recherchée, je l'ai toujours eu, toujours plus ou moins obtenue, même quand j'étais dans une institution comme la police, parce que j'ai toujours eu la chance d'être dans des unités particulières où on avait quand même pas mal de liberté. Sauf qu'à un moment donné, j'ai senti justement que ma liberté, ma motivation n'était pas forcément respectée. Et là, j'ai eu envie de voir de nouveaux horizons. J'avais eu le sentiment de faire un peu le tour des différents services dans lesquels j'étais au sein de la police. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu tenter l'entrepreneuriat. Mais au fond de moi, enfin, ça fait des années que je suis entrepreneur. Quand j'avais 18 ans, j'avais créé une structure où je faisais des animations de soirées, où j'animais des mariages. J'avais 18 ans et on animait déjà des mariages avec un copain. On avait monté une sorte de petite structure comme ça. Et donc, j'ai toujours eu cet esprit d'entrepreneur. Et puis, même dans la police, quand j'étais formateur, j'avais ce besoin et cette envie aussi de créer des stages, d'innover, de rechercher toujours de la nouveauté. Sauf que là, pour le coup, je n'avais pas assez de liberté parce qu'on nous impose forcément une structure, une hiérarchie qui, moi, ne me convenait plus à ce moment-là. Je ne dis pas qu'elle est bien, je ne dis pas qu'elle est mal, mais en tout cas, moi, ça ne me correspondait plus. Et là, j'ai eu besoin vraiment de changer. Donc, D'accord. c'est vraiment cette flamme intérieure, qui m'animait au départ, on peut parler de conviction, de vocation. J'étais vraiment animé au départ d'aider beaucoup de personnes en étant policier. Et puis après, je ressentais que je ne pouvais pas évoluer comme je le souhaitais. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, en étant à mon compte, je pourrais faire ce que je veux, comme je le veux. Si je fais des erreurs, ça sera de ma faute. Et si j'ai des succès, ça sera grâce à moi. Donc, c'est ça aussi qui m'a vraiment animé. Ok, donc si je comprends bien, les premières motivations, effectivement, c'était un besoin forcené de liberté, quelque part, enfin tout du moins très très fort de Mmh. liberté. C'était aussi le fait, enfin ce que j'en déduis d'après ce que tu dis, effectivement, il y avait aussi le fait de quelque part de la connaissance de l'humain et cet intérêt pour l'humain et pour le faire évoluer. Est-ce qu'il y avait d'autres motivations derrière ça? Parce qu'un entrepreneur, généralement, c'est euh, une idée,
c'est un projet, c'est un besoin, mais on n'a pas forcément la conscience quelque part des motivations réelles qu'il y a derrière. Qu'est-ce que c'était pour toi ces motivations réelles au-dessus de la liberté et de la connaissance de l'humain? Bah, c'est une très bonne question, Yann, parce qu'effectivement, au-delà de la liberté, j'avais aussi ce besoin d'aider encore plus de monde. Là, je me limitais en fait à aider toutes les personnes que je côtoyais sur mon lieu de travail. Et évidemment, en parallèle, j'avais aussi une association pour aider des personnes, mais je sentais que je pouvais aller encore plus loin, je pouvais faire encore plus. Et pour moi, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est ça l'intérêt, c'est que les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on s'impose essentiellement. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de me lancer dans cette voie pour justement aller en direction de mes rêves. Et puis, tu vois, c'est tout bête, mais quand j'étais dans cette institution, si on avait besoin de matériel comme un paperboard, des feutres, un ordinateur, il fallait faire plein de papiers, plein de paperasse, tout ça. Enfin, ça, pour moi, c'était un peu lourd. Euh, Là, moi, je suis entrepreneur, j'ai besoin d'un ordinateur, bah, je vais en acheter un. J'ai besoin d'un stylo, je vais en acheter un. Tu vois, c'est action-réaction. Et pareil pour les congés, quand il fallait que je demande. Enfin, tout ça, moi, c'était vraiment oppressant. Donc, besoin quelque part de pousser un petit peu les murs, on pourrait Oui, dire. c'est ça, c'est ça. Donc, à la fois cette liberté qui, pour moi, était entravée, et aussi cette liberté à aider plus de monde. Et puis, ça a été vraiment de fil en aiguille. Maintenant, je n'ai pas quitté la police sur un coup de tête, et ça a été vraiment transitoire. Ça a pris à peu près 2 ans où j'ai développé en parallèle mon activité, et puis j'étais encore dans la police. Ok. À partir du moment où on bascule effectivement entrepreneurial, quelque part, bah, on lâche en fait, enfin on lâche petit à petit, on lâche la police et on crée effectivement quelque chose. C'est quoi les challenges quand on commence à créer comme ça, quand on se dit, OK, j'ai envie d'être entrepreneur? Qu'est-ce qu'on a comme peur? Qu'est-ce qu'on a comme challenge? Qu'est-ce qu'on a comme difficulté? Qu'est-ce qu'on se dit en fait? Quels sont les discours internes quand on prend cette décision? Bah, le plus gros challenge pour moi, c'était parce que le cœur de métier, c'est-à-dire coacher des personnes, les préparer mentalement, c'est ce que je faisais depuis des années. Donc ça, moi, je pensais que j'allais faire essentiellement ça. Alors qu'en réalité, quand tu es entrepreneur, tu dois être à la fois bon en comptabilité, tu dois être à la fois bon en vente, tu dois vraiment être multicarte. Et c'est ça pour moi qui était le vrai challenge. On me parlait de TVA, on me parlait de SASU, de micro-entreprise. J'y comprenais rien, en fait. Mais c'est ça aussi le challenge. Ça fait marrer Florence, mais c'est ça la réalité, en fait. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, c'était pas il y a 15 ans en arrière, hein, moi, j'ai quitté la police en 2020, hein. Bah, le 1er mars, je quitte la police et le 15 mars 2020, on est en confinement. Donc, tu vois, ça, c'est aussi une période où on pourra en parler des challenges parce que ça a été pas mal intéressant à relever. Mais déjà, ce besoin de bah, je comprends rien. Mais face à ce je comprends rien, tu as 2 possibilités. C'est soit tu te dis je comprends rien et c'est pas fait pour moi, soit tu te dis bah, je comprends rien, c'est cool, mais si certains y arrivent, moi aussi je vais y arriver. Donc là, à partir de là, j'ai cherché à me former, j'ai cherché à comprendre, j'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, j'ai cherché aussi à savoir les erreurs qu'ils avaient fait parce que s'ils avaient fait certaines erreurs, ça allait m'éviter de les faire. Je me souviens, bah, vous le connaissez, hein, Paul Pironnet, notre bon Polo, Oui, où un soir à Pralognan, j'étais en tête à tête avec lui et je dis écoute, Polo, ça fait 30 ans que tu fais ça. Tiens, quelles ont été pour toi les plus grosses erreurs que tu as pu faire et que tu pourrais me partager pour éviter que je les fasse aussi? Et là, il m'a partagé des erreurs qu'il a faites et moi, ça m'a éveillé sur des choses, tu vois. Donc, c'est aussi les challenges, c'est quand on ne sait pas, comment on fait pour s'adapter et être en mesure de comprendre? Parce que aujourd'hui, je suis capable de faire une page de vente sur internet, de faire des webinaires, de faire des conférences, de faire mon cœur de métier aussi, qui est coacher et d'accompagner des gens. Mais tout ça, c'est important d'être multicarte. Donc ça, c'est vraiment la première chose. C'est vraiment une histoire de mindset, hein. C'est dans comment je me situe quand je suis face à un problème. Parce qu'un entrepreneur, bah, c'est simple, mais il est payé à résoudre des problèmes. oui. Parce que l'entrepreneur, même quand tu es coach, quand tu es dans l'accompagnement, les gens viennent te voir parce qu'ils ont des problèmes. Donc, si tu n'es pas en mesure, toi, de résoudre certains problèmes, regarde, toi, Liane, aujourd'hui, tu fais des interviews. Il y a quelques mois en arrière, tu n'en avais jamais Jamais fait. j'aurais fait ça, on est d'accord, Voilà. Donc, complètement.
C'est ça, c'est soit tu dis non, mais c'est pas fait pour moi, ou soit tu dis bah on va tester, on va expérimenter, et puis voilà, j'interviewe des gens avec qui j'ai envie d'échanger, et puis voilà, et puis on avance, ainsi de suite. Donc ça pour moi c'était la première chose, vraiment cet état d'esprit par rapport à comment je fais pour avoir un mindset de croissance, où justement je suis plus à chercher les solutions que à rester cantonné dans mes problèmes. Et après, pour moi, vraiment le gros challenge, celui qui m'a vraiment confronté, où je me suis dit, tiens, c'est le moment justement de voir si cette puissance mentale, je l'incarne réellement. J'ai quitté la police le 1er mars 2020. Et quand je dis que j'ai quitté la police le 1er mars 2020, je suis parti avec 0 de salaire. J'ai pas eu de chômage, j'ai pas eu de salaire, j'ai rien eu en fait. Ah oui. Donc là, et moi, je me destinais à faire formateur. Ce que je suis toujours, hein, mais formateur en présentiel. Le 15 mars, donc 15 jours après, on est allé en confinement. Donc là, c'est OK, le confinement, bah, c'est tout. Je retourne dans la police. Comment je fais? Je m'apitoie sur mon sort. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour où on est confiné, je suis en présence de 4 personnes, 4, 5 ou 6, je ne sais plus, enfin, sur une formation. Et certains sont venus de Bordeaux. Ils ont traversé toute la France pour venir en région parisienne suivre ma formation. Et là, je dois fermer ma formation. Et là, autant dire que psychologiquement, je prends un gros uppercut, hein. Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as géré ça? Justement, c'est intéressant parce qu'il y a des entrepreneurs effectivement qui ont créé juste avant le Covid ou même voire pendant le Covid et qui quelque part se sont effectivement retrouvés face à des difficultés quand même assez conséquentes. Et ce sera intéressant de savoir comment toi comment tu les as gérés en fait. Bah, en plus, pour un peu contextualiser, moi, à ce moment-là, puis encore maintenant, j'ai crédit de maison, j'ai 2 enfants. Enfin, je suis pas à être chez mes parents, quoi. Je veux dire, si j'ai pas de salaire, c'est vraiment très problématique, et j'embarque toute la famille avec moi. Donc, à ce moment-là, honnêtement, je prends un vrai coup au moral, mais qui dure pas longtemps. Alors, certains vont dire, ça dure 5 à 10 minutes. Où là, j'encaisse, j'ai Betty au téléphone qui me dit: «Écoute, on doit fermer», parce qu'en fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que Betty avait contracté le Covid, et moi, étant cas contact, je ne pouvais pas dispenser une formation. Donc là, on devait arrêter la formation. C'était en pleine période Covid. Et là, je dis: «OK, mais qu'est-ce que je fais?» Et concrètement, je ne pouvais pas continuer. En plus, imagine, je suis à la une des journaux, un ancien flic va contre la loi. Enfin, Oui, oui, non, non, ça va et, pas. ça aurait pas été forcément la bonne chose pour tout le monde. Donc là, je dis: «OK». Je dis à mes stagiaires, je dis: «Laissez-moi juste 10 minutes». Je respire, je prends vraiment du recul, et je cherche pas le cadeau caché à ce moment-là, hein. Je me dis: «Oh putain, ça va être chaud». Donc je dis: «OK, maintenant, comment on peut s'adapter à ça?» Ça a été ça la vraie question. Comment on peut s'adapter? Et là, concrètement, ce qu'on a fait, c'est que du jour au lendemain, je leur ai dit: «Écoutez, on n'a pas le choix, on va arrêter la formation là, maintenant. Par contre, vous êtes engagés vis-à-vis de moi, moi je me suis engagé vis-à-vis de vous. Demain matin à 8 heures, j'assure la formation en Zoom». Je ne l'avais jamais fait. Donc, il restait 3 ou 4 jours où j'allais faire la formation en Zoom de 8 heures à 17 heures. Ouais, c'est un petit peu comme sauter du 200e étage en disant OK, c'est la première fois que je prends parachute, on verra ce qui se passe. Exactement. Et il me pose la question: «Tu es sûr que ça va aller?» Je dis: «Faites-moi confiance, ça va aller». Donc là, ils ont vu en moi cette conviction où j'allais mettre tout en œuvre. Et pour la petite histoire, je me suis retrouvé alors j'avais pas ce niveau de caméra, tu vois? La caméra maintenant qui est vraiment bonne qualité. J'avais une webcam et tout ça. J'étais dans la chambre de mon fils où j'avais tiré le câble Ethernet. Enfin bref, c'était un gros délire. Et au final, ils ont passé 4 jours où je leur ai demandé un vrai feedback. Ils m'ont dit: «On a adoré, on a passé un moment qui était vraiment waouh», où justement, ils ont appris beaucoup de choses, mais c'était aussi, après je suis formateur, donc j'ai utilisé des techniques d'animation pour les remettre en sous-groupe, mais j'avais jamais fait ça. Et ils étaient aussi tolérants, et ça reste un super souvenir pour le coup. Donc tu vois, même face à des situations comme ça, eh bien, c'est comment je fais pour m'adapter. Et je leur ai promis, je leur ai dit: «Vous savez, certes, le Covid, ça dépend pas de moi. Mais là où vous avez eu un niveau de vous avez eu tout le contenu de la formation, mais par contre, vous n'avez pas eu la qualité que moi j'aurais aimé vous donner. Donc je m'engage, quand il y aura un présentiel,
à vous inviter sur le présentiel. Et là, quand il y a eu un présentiel, un événement, je les ai invités gratuitement. Je leur ai offert l'événement pour justement, même si ça ne dépendait pas de moi, au moins je me suis dit, j'ai fait avec eux ce que j'aurais aimé qu'on me fasse en fait. Tu vois. Donc, Ok. euh, donc voilà, c'est ça. Pour moi, c'était vraiment ça a été vraiment des challenges. Et, et j'ai vraiment envie d'insister sur quelque chose. Il y a ce qui se passe sur les stories Instagram où certains nous font croire qu'en travaillant 2 heures par jour, tu vas devenir millionnaire. Si quelqu'un vous promet du 10 000 € par mois, fuyez, vraiment. Parce que pour moi, c'est juste un mensonge. Oui. C'est impossible parce que tout ne dépend pas de toi quand tu promets ça. Donc ça, c'est impossible. Heu et le problème, c'est quand on a une activité qui se développe, qu'on a peut-être du mal à développer et qu'on voit des choses alléchantes comme ça, on se dit: «Waouh, pourquoi pas?» C'est un petit peu comme on te promet, une silhouette de rêve en seulement 4 jours en faisant 10 minutes de sport, tu vois? Donc, il y a un moment donné, il faut sauf que le cerveau, même s'il sait que ça peut être une grosse arnaque, il a tendance parfois à y aller. Donc concrètement, oui, ça demande du travail, oui, ça demande des efforts, ça demande une capacité d'adaptation, mais concrètement, derrière tout ça, à la clé, il y a énormément de satisfaction. Parce que quand on relève des challenges, on est fier de soi, notre famille est fière de nous. Enfin, c'est aussi, on inspire des personnes qui nous entourent. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est pas juste j'ai des problèmes et je les surmonte. Non, c'est à quel point on est exemplaire, entre guillemets, auprès des personnes qui nous entourent. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Absolument. Maintenant, une autre question. Tu as démarré, OK, Covid, d'accord. Comment on relance après le Covid? Comment on trouve ses premiers clients? Comment tu es retourné quelque part à la chasse aux clients, en fait, en tant que nouvel entrepreneur? C'est quoi les techniques que tu as utilisées, en fait? En fait, moi, j'ai toujours utilisé la technique Sephora. Alors les gens vont se dire: «Mais c'est quoi la technique Sephora?» Ouais, C'est moi qui absolument. c'est moi qui l'appelle comme ça, en fait. Ce que j'appelle la technique Sephora, quand tu vas dans un magasin Sephora, alors Sephora, ça peut être une autre enseigne de parfum, ils te proposent des échantillons de parfums que tu testes. Ouais. Et si l'échantillon te plaît, tu vas plus loin, tu vas acheter le flacon, tu vas acheter d'autres choses. Eh bien, dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que comment on fait pour que les gens testent nos produits? Comment on fait pour que les gens puissent expérimenter ce qu'on a à leur proposer? Parce que c'est facile de dire: «Tiens, je te propose une offre à 500 €». Moi, j'ai même 50 €, si je ne connais pas la personne, j'irai pas. Par contre, si je vois que la personne, elle nous propose de la qualité, si je vois que la personne déjà sur un «gratuit» entre guillemets, il y a déjà de la qualité, c'est professionnel, ça donne envie, je me dis: «Qu'est-ce que ça va donner si c'est payant?» Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, concrètement, moi, mes premières journées de formation, je les faisais à 50 ou 100 €. Aujourd'hui, ça, c'est même pas le prix, enfin, même à l'heure, je demande beaucoup plus, tu vois? Donc c'est Oui. au début, quand on commence, c'est comment on fait parce qu'en fait, c'est comment on fait pour attirer les personnes. Et pour moi, pour attirer les personnes, il faut leur montrer que ce qu'on propose, c'est de la valeur. Et ça, c'est encore le cas, moi, ce que je fais aujourd'hui. Là, tiens, bah, quand je te dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui parce que pour le coup, je suis en train de créer des conférences et je vais en proposer sur Provins et sur Paris. Le prix d'entrée va être d'une quinzaine d'euros. Tu vois, c'est une modique Oui, somme en fait. effectivement. Donc, pourquoi je mets 15 € et pourquoi, par exemple, je ne mets pas vraiment gratuit? Parce que je me dis que si les personnes ça va aussi, comment, sélectionner les personnes qui sont un minimum motivées. C'est-à-dire qu'il faut se déplacer, il y a le temps, il y a l'énergie, puis il y a 15 € qui est anecdotique. On est en gros à même pas 2 paquets de clopes, tu vois, pour 15 balles. Donc donc si, Absolument. donc voilà. Donc pour moi, c'est comme ça que tu vas commencer à te faire connaître. Et c'était il y a 4 ans en arrière où j'ai fait mes premières conférences, où il y avait beaucoup là, pour le coup, j'avais offert beaucoup de gratuits et tout ça. Et dans ces personnes qui étaient venues me voir sur la conférence, il y en a un certain nombre qui avaient suivi mes programmes par la suite et qui certains, aujourd'hui sont coachs en préparation mentale. Donc pour faire des clients et encore une fois, on n'est pas obligé d'aller sur les réseaux. Les réseaux, c'est un accélérateur. D'accord? C'est un accélérateur. Pour moi, c'est sans les réseaux, je ne serais pas là aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Mais maintenant, la personne qui se dit: «Tiens, je ne sais pas faire avec les réseaux», bah, tu peux très bien louer la salle, dans ton village, dans ta ville, créer, un petit événement. Tu proposes des petites séances, tu proposes des services, tu vas voir les entreprises, tu connectes avec elles. Il y a tellement de manières de se faire connaître. C'est la Voilà, question. justement.
Tu peux nous donner quelques manières, parce que moi, dans les entrepreneurs, effectivement, que je peux accompagner, on se rend compte d'une chose, c'est que bien souvent, quand ils veulent commencer à être visibles, ils ont une façon de faire où ils pensent les réseaux, où ils pensent ci, où ils pensent ça, mais ils n'ont pas d'ouverture, bien souvent, d'esprit sur les différentes manières qui peuvent effectivement être utilisées, en fait, pour pouvoir avoir leurs premiers clients. Et je dirais qu'ils sont un peu comme des béliers qui tapent sur la porte d'un château fort, ils se font mal à la tête, mais ils ne l'ouvriront pas, quoi, quelque Bah, c'est part. ça. En réalité, c'est même pas de savoir comment, parce que beaucoup de personnes se disent, mais comment je dois communiquer? Oui, Mais c'est ça. avant de savoir comment communiquer, qu'est-ce que tu vas communiquer? Parce que c'est bien de faire, par exemple, des lives 365 jours par an. Ok, c'est bien, mais derrière, tu as quoi à vendre? Et derrière le j'ai quoi à vendre, donc cette offre, ce qui est intéressant de savoir, c'est de quoi tes potentiels clients, tes prospects ont besoin et de savoir de quoi ils ont besoin. Et pour savoir de quoi ils ont besoin, il faut discuter avec eux. Par exemple, un coach qui va vouloir, qui dit, tiens, moi j'ai plus envie de travailler sur la confiance ou la motivation ou le stress, peu importe. Il va dire, tiens, les personnes qui sont stressées, qu'est-ce qu'elles ressentent vraiment? Parce que si tu dis juste, si vous êtes stressé aujourd'hui, la personne va dire, ouais, non, c'est pas moi. Par contre, si tu dis, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous vous levez le matin, vous avez ce sentiment déjà d'être surchargé au niveau mental? Est-ce qu'en ce moment, vous avez le sentiment que votre stress impacte les relations que vous avez avec vos proches, avec vos collègues, avec vos amis? Est-ce qu'en ce moment, vous avez le sentiment d'être fatigué physiquement, mentalement? Tu vois, déjà, tu parles aux gens qui vivent du stress. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aller même encore plus précisément. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur et vous avez le sentiment de vivre ça, 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 ça? Mais pour savoir les mots justes, faut aller contacter des entrepreneurs. Il faut aller contacter des gens qui sont sur le terrain, savoir ce qu'ils vivent réellement. Et je crois qu'il y a enfin, il y a pas, disons que moi, dans les gens que je fréquente, je trouve aussi effectivement ou des coachs ou autre chose qui bien souvent, comme j'ai eu un entretien ce matin, en fait, par exemple, avec un coach qui vient me dire, voilà, je viens vous voir parce que je veux savoir quel est votre blocage parce que moi, je vous le lève. Je l'ai regardé, je lui ai fait, mais c'est gentil, mais si tu me lèves le blocage sans avoir avant l'historique et avoir travaillé sur pourquoi j'ai ce blocage, ça ne sert à rien. Et il n'arrivait pas à comprendre. En fait, il me dit, mais on a des protocoles pour ça, et c'est comme ça. Bah Ouais. non. Tu Et vois, on ouais. souffre en fait bien souvent de ça. On souffre en fait de gens qui viennent et qui n'ont pas cette démarche d'aller faire l'historique en fait des choses pour pouvoir comprendre comment aider. Je vais être un peu, peut-être un peu barbare dans mes propos, mais pour moi, ça, c'est le fast-food de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'ils veulent aller très vite, manger très vite, et à la fin, ça devient un gerbet, en fait. Parce qu'ils ne s'occupent pas du client, du potentiel client, et sous couvert de je vais te résoudre ton problème, mais qu'est-ce que tu en sais? Tu connais même pas mon problème, en fait. Et c'est pas parce que quelqu'un vit du stress, par exemple, si on prend quelque chose de général, que par exemple, toi, Eliane, tu vis le stress d'une façon, moi, je le vis d'une autre, Florence d'une autre, etc. Donc, puis derrière le mot stress, il y a tellement de choses. Donc, la première chose à faire, c'est quand vous voulez lancer une offre, quelle qu'elle soit, mais même que ce soit sur un entrepreneur qui veut créer, qui veut vendre, je sais pas moi, des bijoux ou ce qu'il veut, c'est aller écouter les clients potentiels pour savoir ce qu'ils vivent. Parce qu'un entrepreneur, comme j'ai dit tout à l'heure, il résout des problèmes. Et pour résoudre un problème, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut aller voir les gens, tout simplement. Ça, c'est la base. Et le risque, ce qui se passe aujourd'hui, ce que moi je constate en tout cas, c'est que des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, que ce soit des coachs ou d'autres personnes, peu importe, ils ont tellement l'impression que leur offre, elle est bonne et qu'ils kiffent tellement ce qu'ils font, qu'ils se disent, mais les autres vont adorer. Et là, tu fais un bide. Parce que, pose-toi la question, si les gens, un, ils en ont vraiment besoin. Deux, est-ce que ça répond vraiment à leurs problématiques? Et trois, est-ce que la façon dont tu leur proposes ta solution leur correspond? Oui, puis j'irais même au-delà, effectivement, en disant que leur parler, effectivement, pour connaître les problèmes complètement, mais quelque part, c'est aussi amener au niveau des entrepreneurs le bénéfice, en fait, qu'on peut apporter en le résolvant. Après, bien souvent, moi, je vois énormément de couples qui disent, je sais faire ci, je sais faire ci, je sais faire ça.
Et quelque part, c'est très bien qu'ils sachent le faire, mais savoir le faire sans aller ni savoir pourquoi, ni le bénéfice, il y en a pléthore qui vous disent ça. C'est un petit peu comme dirait Jérôme, qu'on connaît très bien, hein, c'est un peu comme savoir traire une vache et puis prendre un tabouret et aller se mettre au milieu d'un champ en attendant que le troupeau de vaches se pointe. Je ne suis pas forcément certaine qu'on arrivera à traire beaucoup de vaches. Et bien souvent, on a effectivement cette façon de faire qui est quand même donc à comprendre en fait que même quand on crée un business, l'important c'est d'aller chercher le problème et de voir le besoin, enfin le bénéfice qu'on va y apprendre, ce qu'on sait faire. En fait, c'est notre partie à nous, ça n'intéresse pas forcément les gens. C'est ça. Moi, quand je vais emmener ma voiture chez le mécanicien, qu'il utilise la clé de 12 ou la clé de 14 ou ce qu'il veut, ça, c'est pas, je m'en fous en fait. Moi, ce que je veux, c'est qu'il répare ma voiture. Donc, j'ai un problème avec ma voiture. Je veux qu'une fois qu'elle est passée entre ses mains, elle roule correctement. Eh bien, un entrepreneur, c'est la même chose. Quand un de ses clients va venir, c'est qu'il a un problème, c'est qu'il a une douleur, c'est qu'il a un vrai souci. Et une fois qu'il collabore avec cet entrepreneur, à l'issue, ce souci doit être forcément, soit il a dû être résout, soit il est en transformation, en évolution. Mais c'est pour ça que certains entrepreneurs disent: moi, je suis coach, je suis thérapeute, mais on s'en fout en fait de ce que tu es. Parce que ça ne parle pas de mon problème, ça ne parle pas de là où tu vas nous amener, effectivement, comme tu disais. Donc, c'est c'est important de, encore une fois, remettre de l'humain, remettre de la considération et prendre le temps aussi d'écouter les personnes pour savoir si on est là, si on est à même de les aider. Okay, donc la création aujourd'hui de l'Académie de puissance mentale, puisque tu en es le créateur et le fondateur, les bases en fait de cette création, ça a été effectivement toute cette connaissance et toute cette recherche en fait que tu as acquise au cours de tes expériences précédentes. C'est Oui, un c'est petit peu ça. une synthèse en fait de tout ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup, pour le coup, tu vois, pour rebondir sur ce qu'on disait juste précédemment, aujourd'hui, toutes les techniques que j'enseigne, elles sont issues des problématiques de terrain. À la différence de certaines méthodes où ils partent d'une théorie et ils voient si ça marche sur le terrain. Moi, sur le terrain, j'ai connu du stress, j'ai connu des manques de motivation, des gens qui étaient des problèmes de négociation aussi, vraiment dans des situations extrêmes. Tout ça, je me suis dit, tiens, comment on peut faire pour résoudre ces problèmes? Et je me suis donc formé à droite, à gauche. J'ai vu des techniques qui fonctionnaient, j'ai vu des techniques qui ne fonctionnaient pas, et j'ai fait le tri. Et de là, j'ai créé ma propre méthode. Donc, ça m'a permis de, aujourd'hui, constituer cette méthode puissance mentale qui est déposée et qui, est en mesure d'accompagner, j'ai envie de dire tout type de personnes, du sportif, de l'entrepreneur, chef d'entreprise, du particulier, bref, peu importe. Okay. Donc création effectivement de l'Académie puissance mentale, donc euh, comment dire, enfin prise du statut d'entrepreneur quelque Mmh. part. Tu peux nous parler de tes premières réussites, de tes premières victoires, en fait, et de comment tu les as gérées, qu'est-ce que ça a provoqué, qu'est-ce que ça a amené? Bah, avant d'avoir des premières victoires, j'ai eu des premiers échecs surtout. Et là, je me suis dit: «Bah, encore une fois, quand j'ai un échec, comment je fais pour améliorer ce que j'ai proposé et qui ne fonctionnait pas?» Et mes premières victoires, c'est lorsque j'ai, réussi mes premiers accompagnements payants. Et quand je me rends compte que, j'ai fait longtemps, moi, du gratuit, parce que j'étais dans la police, mais en parallèle, j'avais une association. J'ai fait longtemps du gratuit et puis après, quand j'ai proposé du payant, ça a été mes premières victoires. Parce que ma vraie question, c'était: «Est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce qu'on peut vivre du coaching? Est-ce qu'on peut vivre de l'accompagnement?» Et ça, même j'en parlais encore dernièrement avec Polo, il me disait, c'était marrant à quel point tu te posais cette question. Parce que moi, j'étais tellement dans une situation où j'étais en pleine sécurité de l'emploi, pleine sécurité, de statut et de salaire. J'avais un salaire garanti à vie, en fait. Et Oui, donc là, c'était des vraies questions que je me posais. Et dès que j'ai alors au-delà des transformations en accompagnant des gens, parce que ça, je l'avais eu même en faisant du gratuit, mais quand je me suis rendu compte que je pouvais en vivre, pour moi, ça a été des premières victoires. Quand je me suis rendu compte que j'arrivais à remplir des salles de conférences, ça a été aussi des victoires. Aujourd'hui, quand, j'entends des personnes venir vers moi en me disant: «Tiens Geoffrey, j'ai réussi mes coachings, j'ai réussi ça, j'ai monté mon entreprise», comme Florence qui est là, comme plein d'autres, c'est waouh, moi ça me fait plaisir en fait. Pour moi, c'est des victoires. Tu vois? Et c'est ça, quand on parlait de l'humain tout à l'heure,
moi, oui, je suis chef d'entreprise. Oui, il y a un aspect financier derrière et des contrats qui me lient avec les gens que j'accompagne. Mais une fois que ça c'est fait, on met ça de côté, puis après on met la relation humaine en avant, quoi. Donc moi, mes victoires, c'est ça. Euh, Ok. le chiffre d'affaires, pour moi, c'est pas une victoire, c'est quelque chose qui vient conforter finalement vers là où j'allais. Mais c'est surtout quand j'entends les transformations des personnes, quand je vois que la communauté grandit. Là, pour moi, c'est des victoires. Là, par exemple, on a lancé le podcast Puissance Mentale il y a de ça 4-5 mois en arrière. On a près de 10 000 écoutes là. Pour moi, c'est une vraie victoire parce que tout ça, tu vois, tout ça, pour moi, c'est des petites choses qui me confortent que je suis sur le bon chemin en fait. Ok. Alors, moi, j'ai une question quand même à te poser, une question qui m'intéresse énormément. Quand tu as décidé de devenir entrepreneur, donc de lâcher la police, de créer puissance mentale, etc., comment tu as vu, conceptualisé et géré le rapport vie professionnelle, vie perso? Parce que ça, c'est un gros problème quand on crée quelque chose. Généralement, on s'investit tellement dans ce que l'on crée que tout ce qu'il y a autour, c'est quand même on met ça un petit peu de côté quelque part. Mmh. Bon, bah, ça diminue, c'est pas grave. Et pourtant, c'est tellement important. Comment tu Mmh. l'as géré? Comment Alors, tu as... ouais, surtout, c'est une très bonne question parce que surtout que moi, j'ai un esprit de famille qui est vraiment très. Enfin, pour moi, la famille, c'est la base. Et voilà, donc ma famille passe avant tout, en fait. Je pense que de vouloir avoir un équilibre constant, c'est de l'ordre du fantasme. De se dire, dans ma journée, je vais être à la fois serein dans mon job, serein dans ma vie de famille. Ça, c'est un idéal, en fait. Alors oui, on va tendre à aller vers ça, vers ça. Maintenant, la réalité, c'est que ça fluctue. Il y a des fois où, OK, on va être plus dans le job et peut-être moins dans la famille. Mais c'est pas un problème. Le problème, c'est de rester dans ces déséquilibres. La vraie question, c'est quand je suis dans du déséquilibre comme ça, que ce soit ma famille et mon job, je le mets en à côté, et puis je me rends compte que je ne suis pas bien intérieurement, ou à l'inverse, où je mets mon job en avant et que ma famille, elle est pas considérée, c'est j'en prends conscience. Et ensuite, qu'est-ce que je fais pour rétablir ça? Exemple, ce week-end avec Betty, alors aujourd'hui, on est tous les deux entrepreneurs, mais on est parti sur un week-end. On a laissé nos enfants avec ma maman qui est venue les garder. Donc, on était loin d'eux pendant 3 jours. Bah, on était en déséquilibre. On n'était pas dans cette harmonie familiale où on va se promener le dimanche et tout ça. Mais quand on est revenu, on a compensé ça. Donc, ce qui est important, c'est de regarder un équilibre. Selon moi, c'est ma vérité, hein. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis c'est ma vérité. C'est, pour moi, l'équilibre, il est surtout, comment je pourrais dire ça? C'est un petit peu comme quand tu regardes, tu sais, la progression de la bourse. Si tu regardes juste, si tu fais le focus sur quelque chose où tu vois que ça descend, tu dis la bourse est en chute. Si tu prends un peu de recul, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Et elle finit toujours par augmenter. Bah, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est la même chose. Si tu te focalises juste sur une journée et que là, tu culpabilises, bah, ce n'est pas forcément constructif. Par contre, si tu prends du recul en disant, OK, là, c'est vrai que j'ai eu tendance à être trop dans le job, pas assez avec ma famille. Peut-être que demain, justement, je vais améliorer ça. Ou peut-être que ce week-end, je vais améliorer ça. Par contre, j'invite à pas trop repousser parce que sinon, après, tu arrives à te mentir à toi-même. Tu vois, par exemple, là, il est près de 21 heures. Je suis avec vous et je ne suis pas avec ma famille. Mais je sais que demain et même tout à l'heure, là, bah, je vais aller voir mes enfants. Enfin, on va discuter tout ça, tu vois. Et si Oui, c'est à la date d'aujourd'hui, oui, tout à fait. Mais quand on prend la décision de créer quelque chose, en fait, on s'investit tellement, il y a des fois, au départ, comment tu as pu prendre conscience, toi, qu'il y avait vraiment ce déséquilibre quand tu as commencé à créer, en fait, l'Académie de puissance mentale et ça? Je te dis, on s'investit tellement que bien souvent, on ne voit pas, en fait, le déséquilibre qu'il y a et qu'on a même du mal à prendre du recul. Et comment tu as géré ça au départ? bah, déjà d'être à l'écoute de ses proches, voir un petit peu de pas être juste focalisé sur soi et ses objectifs, d'être aussi à l'écoute de ses proches. Mais des fois, j'ai des entrepreneurs qui me disent: «Geoffrey, je comprends pas, je suis cramé et tout». Je fais: «Mais ça fait 5 mois que tu as commencé, c'est normal que tu sois cramé. C'est pas un problème, en fait. Le problème, c'est de continuer à être cramé comme ça plus longtemps. Donc peut-être fais une pause, peut-être, prends du temps pour toi et après continue». En fait, ce qui est intéressant, c'est de gérer ces phases d'action et de récupération. Comme un sportif de haut niveau, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un
parce qu'ils sont bercés par des livres de développement personnel en faisant croire que tu vas devenir millionnaire en travaillant peu, c'est faux. Ou Bien sûr. en ayant une grande entreprise. Moi, les gens me disent, Geoffrey, comment tu as fait pour avoir cette visibilité, avoir formé plus de 120 coachs en 2 ans? Bah, j'ai bossé, j'ai trimé. Il y a des nuits où des fois je me réveillais, je notais des idées. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ça la réalité derrière. Et j'ai pas envie de mentir aux gens en leur disant, tu sais, moi, franchement, les samedis et dimanches, j'ai toujours été off. Les soirs, j'ai toujours été. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des week-ends où j'ai bossé, il y a des week-ends où je partais me former, il y a des week-ends où je donnais des formations. Ça, c'est ça la réalité. On Et est bien d'accord. je ne connais pas un seul entrepreneur qui aujourd'hui a un succès. Alors derrière le mot succès, on peut mettre plein de choses, mais en tout cas qui, qui a une grande réussite, on va dire. Bon, encore une fois, on peut aussi le définir à sa façon, mais et qui n'a pas mis beaucoup d'efforts. Donc, euh, l'entrepreneuriat, c'est une belle aventure. J'en parlais encore hier avec Betty. Je dis, tu retournerais, toi, dans l'éducation nationale? Elle me dit, bah non. Je dis, bah moi, je ne retournerai plus dans la police. C'est impossible, en fait. Parce que ma vie, je l'adore. Mais il y a des moments où j'ai des coups de bourre, il y a des moments où j'ai du stress, il y a des moments où je me questionne. Tu sais, quand tu as Martin Latulippe qui te dit, au mois de mai, tu passes sur la scène de la Z, tu fais, oh. Tu vois, donc tu dis, ouais, là, si j'ai beau être coach en préparation mentale, pour moi, c'est un vrai challenge. J'ai le trouillomètre, j'ai peur. Bah oui, bah c'est la réalité. Je vais pas dire non, mais tu sais moi, tranquille, tranquille. Bah non, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que oui, je vais bosser pour ça, oui, je vais m'entraîner, puis après, bah, arrivera ce qui doit arriver. Mais ça, c'est pour toutes les actions, en fait, c'est la même chose. Oui, c'est ça. En fait, il y a l'accueil de l'action une fois qu'on a travaillé et qu'on est dedans. Bah, il se passera ce qui se passera. Comme cette interview ce soir, etc. On a des gens, on n'a pas de gens. On a des gens que je remercie d'être là. On a des gens sur Facebook, d'ailleurs. Coucou à tout le monde qui sont là aussi. Ok, c'est génial. Mais je te dis franchement que pour rebondir sur ce que tu dis, moi, juste avant chaque interview, c'est toujours aussi une appréhension, comment ça va se passer, etc., etc. Et pourtant, je l'ai travaillé avant aussi. Et c'est vrai que quand on voit des pubs, même sponsorisées, où on dit ah, vous inquiétez pas, en 3 jours, je vous donne 10 000 euros, Bah, c'est du mensonge. c'est du miroir aux alouettes et moi, ça me fait bondir. Mais voilà, parce que c'est matériellement, c'est pas vrai. Ok, très bien tout ça. J'ai une autre question pour toi, je peux. Ah oui, bien sûr, oui, je t'écoute. Et quand on décide, en fait, de quitter la police, de créer quelque chose, et qu'on a les proches qui vous disent t'aurais pas dû, attention, c'est dangereux, enfin, qui te font part de leur peur quelque part. Est-ce que tu as eu à vivre ça et comment tu l'as géré? Et comment un entrepreneur peut le gérer? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir, alors quand tu parles pour moi, les proches, ça va être bah, Betty et mes enfants, puis aussi mes parents, puis au-delà de ça, mes frères, mes cousins, tout ça. Mais j'ai eu des gens qui ont jamais essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Par contre, j'étais face à de l'incompréhension. Mais de l'incompréhension dans le sens où ils voulaient me préserver. Moi, par exemple, mes parents m'ont toujours suivi dans tout ce que je faisais, mais je sentais qu'ils avaient peur. Donc, quand ils me posaient des questions avec peut-être un peu la peur derrière leurs mots, je sentais que c'était plus pour me protéger que pour me nuire, tu vois. Donc, j'ai pas vraiment vécu ça. Par contre, c'est vrai que j'ai eu des collègues, moi, qui me disaient, mais t'es fou de faire ça, enfin, c'est dangereux, tu arriveras jamais à retrouver le même salaire, enfin, c'est pas possible. Et ils me projetaient enfin, ils essayaient de me projeter leur peur. Donc, je dis oui, bah, dis ce que tu veux, mais moi, peu importe. Enfin, après, je pense que chaque chose qu'on nous dit, il ne faut pas forcément le prendre mal et se dire, tiens, quelle est la part de vérité dans ce qui est dit là? Et par rapport à ça, bah, en faire sa propre sauce, tout simplement. Parce que même aujourd'hui, moi, j'ai des gens sur les réseaux qui m'insultent, qui me veulent du mal. Bon, c'est juste, c'est ce que je leur renvoie. Donc, moi, pour moi, ces gens-là, ils existent pas, quoi. Ce que je comprends aussi dans ce que tu dis, c'est quelque part quand on est ancré en fait dans son projet et qu'on croit vraiment dans ce que l'on est et dans ce que l'on a à faire, quelque part les peurs des autres, on les entend, on prend ce qui nous convient s'il y a quelque chose et que le reste, ça n'empêche pas la motivation qu'on peut avoir. Alors, oui et non, c'est-à-dire que oui, c'est ce que j'ai dit, et non, dans le sens où ça va être difficile, plus tu vas être fatigué, plus tu vas être stressé. Et là, forcément, ton, ton champ de radar va être tellement ouvert sur peut-être le négatif, sur des choses qui. Et là,
le moindre critique qu'il peut y avoir, ça va forcément plus t'impacter que quand tu es en pleine forme, que tu as plein de clients, que tu as un chiffre d'affaires qui te convient. Forcément, au début, tu commences, tu débutes, les gens ils disent: «Ah bah, il y a pas grand monde à ton événement, hein». C'est genre, un peu: «Ah bah, tu as vu, hein, j'avais rai». Je dis: «Ouais, ouais, Bien c'est vrai» intentionné. Les gens et bien intentionnés. voilà, mais après, c'est aussi des gens qui, parce que toi, quand tu es entrepreneur, voilà, tu vas vers une certaine forme de liberté qui parfois, certains aimeraient le faire, mais ils n'y arrivent pas parce que c'est plus fort qu'eux et donc ça, et encore aujourd'hui, moi, je crée des événements, je ça se trouve, il y aura personne, j'en sais rien et puis le principal, c'est de donner le meilleur de soi-même, d'être honnête, sincère et puis après, comme ça, on n'a rien à se reprocher, en fait. Ok. Alors, je vais venir un petit peu sur le présent. Tu es donc le créateur et le fondateur de l'Académie de puissance mentale. Est-ce que tu peux, sans dévoiler tout le contenu, bien sûr, mais nous expliquer un petit peu la puissance mentale, l'Académie, voilà, un petit peu ce que tu proposes aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, nous, on a dans l'académie de puissance mentale, on a une école spéciale, c'est l'école francophone des coachs en préparation mentale, où là, on forme euh, des coachs en préparation mentale. Et dans cette académie, on donne aussi des conférences. Moi, j'accompagne des personnes qui ont des gros challenges. Donc, ça va être des chefs d'entreprise, des dirigeants, des hommes politiques, des artistes, des athlètes de haut niveau. Enfin, voilà, je me concentre vraiment. Je n'ai pas beaucoup de coaching à l'année. Quand je dis pas beaucoup, parce que je sélectionne et je veux vraiment être investi à 200% dans les coachings que je propose. D'accord? Parce que quand tu accompagnes quelqu'un qui a des gros challenges comme ça demande un niveau de présence assez important. Parce qu'en tout cas, moi, c'est le format que je souhaite. Donc, je ne peux pas me permettre d'avoir des coachings à tout va. Donc, voilà, il y a le côté formation et il y a le côté coaching. Puis après, il y a le côté aussi conférence qu'on va proposer, qu'on propose là maintenant. Donc, voilà. Puis après, il y a le podcast, il y a tout ça. Donc, finalement, on propose énormément de gratuits. Et les gens qui veulent aller plus loin, il y a des formations qu'on propose. Et là, on est en train aussi de réfléchir, enfin, c'est même tout réfléchi puisque ça va sortir d'ici un mois, où on va proposer justement une formation où les personnes vont pouvoir s'approprier tous les fondamentaux de la méthode puissance mentale. Parce qu'aujourd'hui, on propose que la formation principale pour devenir coach. Donc, en gros, c'est pour accompagner des personnes vers un changement, une transformation. Mais là, ils vont pouvoir vivre les fondamentaux pour eux, en fait. Tu vois. Alors, petite question un petit peu complémentaire. Qu'est-ce que c'est exactement que la puissance mentale? Bah, en fait, quand ce concept de puissance mentale m'est venu, c'est en constatant justement sur le terrain, comme j'en parlais tout à l'heure, que certaines personnes, peu importe leur physique, peu importe leur passé, peu importe ce qu'ils vivaient, certaines personnes réussissaient à aller même au-delà de ce qu'ils se croyaient capables. Et inversement, certaines personnes avaient tout le potentiel et n'allaient pas vers des objectifs qui s'étaient fixés. Et là, je me dis, mais comment ça se fait en fait? Et j'avais lu une fois un truc sur la puissance du mental, mais je dis: «Oui, mais la puissance du mental, c'est bien, mais c'est quand on est juste connecté à son côté conscient, à un peu cet ego, tout ça, où on se dit: "Il faut, je dois" et tout ça». OK, ça, c'est intéressant, mais je me rends compte que les gens qui sont un peu, soit la tête dans le mur, soit qui se crament, soit qui, ont tout d'apparence pour être heureux, mais puis qui ne le sont pas, c'est parce qu'ils sont déconnectés de leur puissance intérieure. Donc la puissance mentale, c'est vraiment quand cette puissance intérieure est connectée à ce mental. Donc c'est finalement comme si la puissance intérieure était le moteur et le mental le gouvernail. Donc quand la puissance mentale est connectée et activée, ça permet de devenir inarrêtable. Et quand je dis inarrêtable, ça ne veut pas dire courir comme un effréné, ça veut dire avancer à son propre rythme et être en mesure de s'adapter quels que soient les obstacles que l'on rencontre. C'est intéressant. Enfin, c'est intéressant la façon dont tu l'expliques. Et si jamais, effectivement, il y a des gens, même sur Facebook, qui ne sont pas dans l'Académie de puissance mentale, moi, pour faire la formation, franchement, je les invite à y aller. Alors, juste un petit coup de pub, mais c'est vraiment sincère parce que c'est vraiment une formation qui est intéressante et qui donne vraiment beaucoup d'outils simples mais qui marche énormément. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que Merci. je souhaitais te faire. Euh, Petite autre question, si aujourd'hui tu te retournes en fait déjà sur ton parcours,
C'est quoi la synthèse que tu pourrais en tirer aujourd'hui? Quand tu dis la synthèse, c'est-à-dire une phrase comme ça qui pourrait… Ouais, qu'est-ce que tu pourrais en dire en fait et qu'est-ce que tu pourrais, enfin, qu'est-ce que ça t'amènerait en fait à conseiller à des gens qui aujourd'hui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu pourrais leur donner 2 ou 3 petits conseils préalables, simples et préalables, peut-être pour éviter d'aller déjà dans le mur tout de suite? Première chose, ça paraît bateau, mais c'est fondamental, c'est de croire en soi. Et si certains ont réussi, vous aussi, vous pouvez réussir. Maintenant, la vraie question, c'est pas et si j'échoue? La vraie question, c'est quand je vais échouer, comment je vais me comporter? Comment je vais réagir? Comment je vais m'adapter à la situation? Parce que les gens se freinent parfois en se disant: «Oui, mais si j'échoue?» Non, quand tu es entrepreneur, tu connais forcément des échecs. Ça peut pas en être autrement. C'est comme quand tu veux apprendre à marcher, tu te prends des gamelles. Ça, c'est une évidence. Tu veux faire un sport, il y a des fois où tu te foires, tu ne te réussis pas certaines compétitions. C'est comme ça, c'est factuel en fait. Tous les grands champions ont connu des échecs, ont connu des défaites. Donc, crois en toi, demande-toi lorsque tu vas être face à un échec, comment tu vas te comporter. La troisième chose, c'est adapte-toi, quelle que soit la situation, en te demandant sur quoi tu vas porter ton attention qui dépend de toi. Je répète, adapte-toi sur la situation en te demandant sur quoi tu vas porter ton focus, mais qui dépend de toi. Ça, quand on est entrepreneur, c'est fondamental. Et après, une action après l'autre. Et plutôt que des fois de viser un chiffre d'affaires, de viser à impacter le monde, à viser des choses comme ça qui ne dépendent pas forcément que de nous, dire tiens, moi aujourd'hui, de quoi j'ai réellement envie? Qui est-ce que j'ai envie vraiment d'aider? Qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place? Quels sont mes non négociables? Pourquoi aujourd'hui je ne négocierai pas? Et ça, pour moi, c'est des choses qu'il est important de coucher sur le papier. Peut-être même de faire des visions en disant tiens, dans 5 ans, où j'aimerais en être? Quel type d'entrepreneur j'aimerais être? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Qu'est-ce que j'ai envie de dégager? Donc, en fait, quelque part, définir au départ l'identité entrepreneuriale que l'on veut incarner, C'est quelque la base. part. C'est la base. Donc là, comme tu le sais, dans la méthode puissance mentale, c'est le pilier 1, la connexion à soi. Après, connexion 2, c'est les autres, c'est comment je fais pour aider les autres. Et après seulement le connexion 3 où, tiens, quel objectif je me fixe, euh, quel qu'il soit, et que j'ai envie d'atteindre un pas à la fois. C'est génial. Ben, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Geoffrey, est-ce que tu aurais éventuellement quelque chose à rajouter ou autre chose à ce moment-là? Autrement, je vais un petit peu laisser la parole aux gens qui sont avec nous sur Zoom. Peut-être qu'ils ont des questions ou envie d'échanger autre chose. Donc, n'hésitez pas à lever la main et je vous donnerai la parole. Il n'y a pas de souci. Maintenant, la parole est à vous ou à Geoffrey, l'un ou l'autre. N'hésitez pas à venir éventuellement nous faire un petit retour ou une petite Voilà. Florence a une proposition. question. Oui, Florence, rallume ton micro, vas-y. Alors moi, j'ai trouvé ça génial, hein, puisque depuis le temps que je connais Geoffrey, j'apprends toujours des nouvelles choses, donc je trouve ça génial sur son parcours. Déjà, j'ai appris des choses aujourd'hui. Et petite question pour toi, Geoffrey, ces conférences, elles commencent quand et où? Ah. Bah oui, j'ai Euh, envie. les dates provisoires, parce que je n'ai pas encore confirmé, mais ça va se confirmer cette semaine, ça va être Paris et Provins. Paris, ça va être certainement le 21 avril et le Provins, ça va être la semaine d'avant, le 14 avril. Donc Provins le 14 avril et Paris le 21 avril. Ça, c'est les 2 premières. Après, il y en aura d'autres. Mais puis la Z, hein, le 27 mai, enfin le 27 ou 28 mai, quand je ne sais pas exactement quand est-ce que je passerai, mais voilà, ça, c'est les conférences. Et justement, c'est un moment où, au-delà de, ça va être vraiment des expériences. L'idée, c'est de partager ce que je constate, l'évolution que je vois et de proposer aussi des coachings live, vraiment proposer de vivre des expériences. Puis après, il y aura un temps voilà, d'échange, de partage. C'est pas juste en monologue où je vais dire quelque chose et que les gens vont m'écouter. Ah, Geoffrey. Non, non, c'est pas ça. Au contraire, c'est un vrai moment de partage et d'échange. Et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte d'y être. Donc, mais ça, je vais communiquer fort dessus. Donc, Ok,
Super. Tu seras, Très, tu très seras bien. au courant. Merci, très très beau programme. Ouais, je suis content. Bah, oui, il y a de quoi. Quelqu'un d'autre a envie éventuellement de poser une question? N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de souci. Geoffrey est là pour vous répondre. Et puis, personne? Pas de questions. Voilà, j'ai Bon, répondu à toutes les écoute, pas de questions. questions. Eh bien, Geoffrey, à ce moment-là, je vais te libérer en te remerciant infiniment de nous avoir consacré ce temps complètement. Et puis, en souhaitant que ça ait pu effectivement apporter un petit peu à nos amis différentes choses. Un énorme merci à toi. Et vous, sur Facebook, si vous êtes en replay, n'hésitez pas à nous mettre effectivement des commentaires directement sous le live. Si vous êtes là tout de suite, n'hésitez pas, c'est la même chose. Et puis, juste vous dire entre deux comme ça, que la semaine prochaine, je recevrai Aurélie Thivet, qui également est coach et qui nous partagera aussi des tips sur l'histoire de ses débuts et des tips sur sa façon à elle de voir l'entrepreneuriat. Je vais vous souhaiter à tous une très très bonne soirée et puis je vais bien vous dire au revoir et donc mettre fin au live en vous souhaitant une bonne nuit. Au revoir. Bye tout le monde.